Tout le monde. Bon, salut guys, vous me connaissez, moi Cédric, il n'y a pas d'intro, on fait pas les intimes. Donc la vidéo qui va suivre a été faite dans un cadre scolaire. Donc en gros, on parle d'une situation controversée sociopolitique de notre pays. Comme vous le savez, pour la plupart, moi et Cédric, on est haïtien. Donc on n'est pas des experts, bien évidemment. Donc on fait juste partager notre pensée sur le pays, sur la situation, tout en respectant un cadre, un barème scolaire. Donc, si vous aimez, laissez un like, partagez, commentaire, puis on se voit bientôt. Allez, salut. Ma très jeune âge en fait, depuis que j'ai 2 ans plus exactement. Donc je suis né ici au Canada, mais à partir de mes 2 ans, on est directement retourné en Haïti. Ok. Et j'ai fait les situations, les catastrophes naturelles par exemple, le de terre en 2010, a fait en sorte que je me suis retrouvé à revenir au Canada, au Québec, à Montréal plus précisément. Donc j'ai vécu là-bas un peu plus de jusqu'à mes 12 ans, si je me trompe pas, non, 9 ans, 9 ans. Ok. À peu près, oui. Puis, comment a été ton adaptation après ton retour au Québec? Est-ce que c'était difficile, assez facile? C'était comment? Ah, mon adaptation à moi, c'était plutôt tumultueux. Donc, je pourrais dire que quand je suis arrivé ici au Québec, et c'est vraiment une nation qui est très agréable à vivre avec, donc tout le monde était très agréable, tout le monde était très welcoming, si je puis le dire. Et, mais c'était vraiment plus de mon côté. Comme je suis un peu plus réservé, donc déjà dans un environnement de base, comme en Haïti, j'étais réservé. Donc venir dans un nouvel environnement comme ça m'a un peu chamboulé. Donc ça a été difficile pour moi de m'intégrer directement, mais maintenant ça va, je suis québécois maintenant. Parfait. C'est beau à entendre ça. Ce que j'aimerais savoir, parce qu'on va rentrer dans le vif du sujet, aujourd'hui on était venu pour parler de la situation politique du pays. Puis en ce moment on sait tous que c'est très difficile en Haïti. Je vais te lire un extrait qui sera en anglais. Malheureusement on n'a pas il n'est pas disponible en français, mais c'est un petit extrait qui parle de la situation, de ce que les gens vivent au pays en ce moment. Puis on va essayer d'en parler un peu plus approfondi dans quelques instants, d'accord? Donc, I often receive condolences type calls and emails and texts about Haiti. Many of these messages are in response to the increasingly dire news in the press, some of which echoes what many of us in the global Haitian diaspora hear from our family and friends. More than 1,500 Haitians were killed during the first 3 months of the year, according to a recent United Nations High Commissioner for Human Rights report, which described the country's situation as cataclysmic. Women and children are routinely subjected to sexual violence. Access to food, water, education, and healthcare is becoming more and more limited. With more than 4 million Haitians, around a third of the population, living with food insecurity and 1.4 million in near starvation, armed criminal groups have taken over entire neighborhoods in Port-au-Prince and their surrounding areas, carrying out mass prison breaks and attacks on the city's airport, seaport, government buildings, police stations, school, churches, and hospitals. You also have pharmacies and banks, turning the capital into an open-air prison. Donc, d'après l'extrait que je viens de te lire, Cédric, qu'en penses-tu de la situation politique du pays? Elle est stagnante, si je puis dire. Ça fait plusieurs années maintenant que le pays est à l'arrêt, plus ou moins, et que en ce moment c'est difficile de voir comment ça va s'améliorer, mais il faut toujours garder tête haute et espoir. Moi je comprends. C'est bien vrai que c'est pas la première, c'est pas le début en fait de cette comment on peut dire, guerre civile, je dirais. Ça fait quand même très longtemps que le pays est dans un état quand même assez critique. Je dirais que chaque année c'est un peu des hauts et des bas, quoi. Mais de ce que je peux comprendre, ce serait vraiment une situation qui serait plus abordée assez correctement avec la science politique. Je vais m'approfondir un petit peu là-dessus. C'est que on peut voir que souvent c'est un affrontement entre plusieurs partis. Comme on peut voir notre très cher personnage principal qui a chamboulé le pays durant la dernière année, Barbecue.
euh, lui, il fait partie d'un parti comment dire, qui essaie de retourner le gouvernement. Est-ce que j'ai bien raison? Oui, oui, tout à fait. Donc, dans toutes les interviews que Barbecue a fait durant ces dernières années, il comprend, il nous explique bien que c'est la situation politique qui lui a fait faire toutes ces actions et qui ont créé cette révolte dans le pays, en fait. C'est l'agacement de la population, de la classe moyenne et de la classe qui ont comment je peux dire ça déjà, des ressources réduites qui ont vraiment fait que la situation s'est aggravée le plus possible jusqu'à la situation actuelle en fait. Elle explose en Donc, fait. Exactement. Ok, je comprends. Donc c'est un enroulement, un snowball effect, si je peux dire en anglais. Désolé pour mon anglicisme. Il n'y a pas de problème. Mais c'est vraiment un truc en continu qui s'enchaîne et c'est ça qu'on a aujourd'hui. Ok, je comprends. Mais de ce que je peux comprendre, c'est que d'un côté, on a Barbecue, mais de l'autre côté, qui on a en fait? Parce que je pourrais dire, bon, on va dire, soi-disant que Barbecue est du côté de la population. Donc, ces actes ne sont aucunement justifiables, mais supposément parlant, il serait du côté de la population. Est-ce correct? Quoi ça? Il serait du côté de la population, pas vrai, Barbecue? Donc là on rentre dans un peu une prise de position, quoi. Une prise de position qui devient plus. Exactement. C'est dur de dire qu'il est du côté de la population. Je dirais qu'il est plus de son côté à lui. Donc il a ses propres intérêts à faire valoir et il essaie de, comment je peux dire ça, d'avoir la plus belle vie avec ce qu'il est capable d'avoir. Ok, je comprends. D'accord. Donc c'est pas vraiment du côté de la population, c'est plus si tout le monde, si le pays s'en va vers l'enfer, lui au moins il essaye de faire que sa vie soit le paradis, par exemple. Ok, je comprends. Mais ce qui crée une problématique dans tout ça, c'est que de l'autre côté, l'autre parti, le parti qui serait le gouvernement, en fait, il a qui à la tête, en fait? Parce que on est conscient que il n'y a pas trop longtemps, l'ancien président a été assassiné, malheureusement. Ce qui vient à poser cette question: est-ce qu'un jour, il y aurait une liaison ou une mise en commun avec les deux partis, que ce soit avec le peuple et le gouvernement, ou quel que soit le parti qui viendrait à venir chambouler tout ça? Donc tu vois, moi, mon analyse personnelle sur la situation, c'est pas une analyse très la plus professionnelle du monde non plus, mais de ce que j'ai entendu étant partie de la diaspora haïtienne et essayant de garder les nouvelles sur mon pays, il faut pas non plus se troubler et perdre la vue que Barbecue, lui, il ne sert que ses intérêts personnels. Donc, essayer d'avoir une coalition, une entente avec ces criminels-là, il n'y a pas de raison à le faire. Personnellement, je ne vois pas pourquoi il le ferait et il n'y a pas de signe en ce moment qui donne depuis les 3 dernières années, désolé, qui disent il va le faire en fait. En fait, c'est plus un jeu de négociation, c'est montrer un peu ses cartes, montrer un peu tes cartes, montrer que tu as l'intention d'amener la situation du pays vers le meilleur pour que ça stagne en fait, pour que le pays reste dans cette situation-là, pour que personne ne monte au pouvoir. Parce que du moment que quelqu'un monte au pouvoir, c'est là que lui, sa notoriété et son emprise sur le pays diminue. Donc, il n'a aucun intérêt personnel à faire entente avec n'importe qui. Donc, je comprends. Il faut vraiment prendre ça en compte quand on analyse la situation. Donc, quand on analyserait cette situation-là d'un point de vue, je dirais, objectif, ce serait difficile d'avoir une mise en commun entre ces partis, en fait. Exact. Ok, je comprends. Et aussi, la République démocratique d'Haïti ne devrait pas... Je sais qu'il y a cette... il y a cette politique-là aux États-Unis, par exemple. Oui. C'est We don't negotiate with terrorists. Donc, dans ma logique, la République démocratique d'Haïti ne devrait pas négocier avec des hors-la-loi, des chefs de gang comme ça. Ils devraient vraiment essayer de riposter, de trouver une façon de reprendre contrôle de la capitale. En ce moment, je sais que la situation est compliquée, mais si Haïti veut se trouver dans une situation de prospérer un jour encore, c'est impossible pour elle
d'essayer de négocier avec ces gens-là. C'est ça, donc en gros, la négociation serait plus ou moins impossible. Même après les actes qui se sont passés dans les dernières années, une négociation serait assez difficile de ce que je sais. Oui, même Barbecue le sait lui-même, Mhm. il dit dans les entrevues qu'il donne qu'il serait prêt à passer devant un tribunal si le tribunal ne serait pas corrompu. Mais pour lui, dans sa tête, je ne pense pas qu'il y ait un tribunal qui pourrait se placer en Haïti Mhm. qui ne serait pas corrompu. Mhm. Il est prêt à montrer, comme je dis, il montre ses cartes, il montre qu'il est le bon garçon à peu près, il essaie de mener le pays à une révolution pour Mhm. son indépendance, encore une fois. Ouais. Mais c'est pas vraiment ce qu'il cherche. Ok. Donc en gros, ce serait plus une prise de pouvoir en fait. Il veut juste, il sert ses intérêts. Oui, exactement. Et donc plus ou moins comme tout être humain. Donc je m'en viens à mon prochain point. De ce que je comprends, de ce que je sais, c'est que les humains sont des êtres écologiques. Donc c'est ce qui, laisse-moi approfondir. Quand je dis un être humain, c'est un être écologique, ça veut dire que l'être humain va toujours aller peser les pour et les contre. Donc si on va à mettre Barbecue dans cette mise en situation de pour et de contre, est-ce qu'il aurait plus d'avantages à céder le pouvoir au gouvernement ou bien est-ce que ça lui désavantagerait? Ben, en fait, ce qu'il faut comprendre, surtout dans sa réflexion, c'est que c'est pas une réflexion qui sort de nulle part. C'est pas non plus débile ce qu'il fait. C'est-à-dire que tous les êtres humains ont ce sentiment de vouloir s'autodéterminer, tu vois. Donc, dans ce pays, en fait, quand le pouvoir en place n'est même pas autodéterminé, si je peux le dire. C'est-à-dire qu'il est élu et démocratiquement avec ses élections et tout ça. Mais tout le monde sait et tout le monde a conscience que la magouille règne dans le pays et que les grosses décisions, toutes les thèses qui sont récoltées sur la population et toutes les grosses décisions qui se font, l'argent est vraiment manipulé par des pouvoirs extérieurs. Donc à partir de là, quand tu fais partie du peuple et que ton gouvernement ne t'aide pas et que tout ce que tu votes pour, on se sent délaissé, quoi. Au pouvoir, exactement. Ton autodétermination ne sert à rien, elle n'est pas valide. Donc à partir de là, on comprend la sorte de révolution, mais c'est la façon de se révolter qui fait problème avec Barbecue et le reste des chefs de gang en Haïti en ce moment. C'est que ils ont contrôle sur leur quartier en ce moment, donc ils s'autodéterminent tout seuls avec les entrées et les sorties. Ils contrôlent les points d'accès et tout ça, surtout à la capitale en ce moment. Oui. Les autres villes sont moins touchées, mais ils sont capables de s'autodéterminer dans leur propre quartier. Donc, à partir de là, leur situation a déjà, on peut dire que c'est déjà une meilleure situation que celle qui était avant. Elle a plus ou moins évolué, quoi. Exactement, personne n'a position de pouvoir sur toi. Donc, la situation est totalement entre tes mains, alors qu'avant, c'était dans les mains d'une personne que tu as élue démocratiquement, mais qu'elle est corrompue et le pouvoir vient de l'extérieur. Ok, je comprends. Donc, en gros, je dirais que ce serait quand même assez difficile pour que le gouvernement irait à essayer de remplacer ce sentiment de prise de position, de prise de pouvoir, en fait. Vu que beaucoup de ce que j'ai entendu, beaucoup de personnes qui font partie de la diaspora ou mais des gens qui font partie de la population, en fait, haïtienne, qui sont sur les lieux, j'ai entendu que beaucoup se sentent comme si que après l'arrivée de Barbecue, il y a eu un petit changement ou bien une petite évolution, comme tu as pu le dire, sur leur situation. Oui, elle n'est pas magnifique, mais c'est plus ou moins, entre guillemets, mieux pour eux. Oui, pour les personnes qui cherchent, qui sont capables de se mettre sous son aile, en fait. Donc, si t'es à peu près autour de son quartier, de ses habitations, de sa famille et tout ça, tu vis relativement bien. Mais pour tout le reste de la population, la plus grande partie de la population, c'est vraiment tout le monde pour soi-même. C'est-à-dire que la situation actuelle, c'est un peu terror et manger ou être mangé, en fait. C'est manger, être mangé, mais c'est vraiment un état de frayeur qui se passe dans le pays en entier. C'est pas une situation que
la plupart des gens voudraient. C'est-à-dire que juste une minime portion de la population qui se retrouve sous son aile, qui profite de la situation en fait. Ok, je comprends. Donc, en gros, de ce que je peux comprendre, c'est que la plupart des gens, la plupart des individus qui sont autour de lui, plus principalement, sont plus ou moins soumis à des situations d'avantages et de désavantages. Quels seraient les avantages à se rallier à un homme comme Barbecue et quels seraient des désavantages à être son ennemi en fait, comme le gouvernement? Oui. Personnellement, moi, je vois aucun avantage. Il faut se mettre à l'évidence. Ouais. Dans cette situation-là, elle n'est pas là pour durer. Le pays, il doit revenir sur ses pieds, il doit retomber sur ses pieds à un moment donné. Et si c'est dans les 3-4 prochaines années, 4-5, peu importe, cette situation ne va pas durer et il va être... il ne pourra pas rester dans la situation. Exactement, il ne pourra pas rester dans la situation telle qu'elle indéfiniment. Ok, je comprends. Donc, si on irait à s'éloigner un peu de Barbecue et qu'on irait d'une façon plus globale observer la situation d'Haïti, est-ce que ce serait pas un passage de la matière à la matérialité? Donc, ce que je veux dire par là, c'est que quand on a, par exemple, une matière, exemple, ce serait, je sais pas moi, du fer, du bois, quoi que ce soit, on va toujours aller la sculpter pour pouvoir aller créer quelque chose. Donc, par exemple, du bois. On coupe les arbres pour aller faire des chaises, des tables, des bibliothèques. Donc, en gros, c'est toujours une situation de sculptage que l'humain vient à faire. Et est-ce que ce qui se passe en ce moment dans le pays, ce serait pas une de ces situations-là de sculptage, en fait? Donc, un processus constant que le pays doit passer à travers pour pouvoir devenir meilleur. En fait, moi, je dirais, mon analyse de la situation, ça serait que ce processus de sculptage-là reste stagnant. En fait, c'est qu'à chaque fois qu'on recommence ce processus de sculptage-là, on ne le termine jamais. Et ça, c'est dû au pouvoir extérieur, bien sûr. Les pouvoirs extérieurs ne veulent pas que le processus, que la matière soit raffinée jusqu'à son état fini, en fait. En fait, son résultat final, en fait. Exact. Donc, ils veulent toujours qu'on soit dans le processus continuel pour récupérer les ressources du pays, pour avoir la même mise sur le territoire. Parce qu'un État fini, l'État fini de la République démocratique d'Haïti, c'est son autodépendance, son autodétermination. Et les pouvoirs extérieurs ne veulent pas ça. Donc, dans le processus que tu parles, que tu fais allusion, en fait, le sculptage n'est pas possible, en fait. Le sculptage, il se fait recommencer à chaque fois. Donc, à chaque fois, réélection, catastrophe. Ah, ça revient souvent aux élections, c'est ça? Exactement. Ok, je comprends. Exact. Mais le pays, à la fin, il va nulle part, si je puis dire. D'accord, je comprends. Donc, ce que je comprends bien, c'est que ce serait l'inhabilité ou l'impossibilité d'une mise en forme, en fait. Une prise de forme. Donc, en gros, si je pourrais donner un exemple, ce serait comme un enfant qui va commencer un dessin, puis la cloche sonne, mais il n'a pas terminé son dessin. Puis à chaque fois, il va essayer de recommencer son dessin ou bien continuer son dessin, mais à chaque fois que la cloche sonne ou bien qu'un professeur lui dit « Ah, c'est le temps d'enregistrer ton dessin », ben, à la fin de la journée, ce qui va arriver, c'est que l'enfant va toujours aller recommencer ou bien il va aller continuer un tout petit peu son projet, en fait. Donc moi, je dirais que ce serait plus ou moins ça. C'est qu'il y a une impossibilité de mise en forme ou de prise de forme pour le pays, en fait. Mais on le voit dans les autres pays aussi, dans tous les autres pays africains, il y a beaucoup de trucs qui limitent la mise en forme. Comme au Sénégal, en ce moment, on a eu le nouveau président Diomaye Faye qui a été, je pense, ça fait 2-3 ans maintenant qu'il est au pouvoir. Ouais. Ou peut-être un an, 2 ans qu'il est au pouvoir, je sais plus, je me souviens plus des quand exactement les élections. Je pense qu'il avait sorti la plupart des personnes du cabinet qui étaient au pouvoir à l'époque. Et pour le moment, le pays, sa situation n'a pas vraiment changé. C'est-à-dire qu'ils sont, comme tu dis, dans le processus de prise de forme. Mais après ça, il n'y a pas beaucoup de... Son mandat est là, son mandat est fort, mais il n'y a pas beaucoup de prise de décision, de changements qui se fait, qui sont concrètes, qu'on n'a pas déjà vues. Donc le dessin se fait refaire à chaque fois. On prend peut-être de l'expertise à recommencer, je ne sais pas, la base du dessin, mais à la
ça n'aboutit pas. Ça n'aboutit pas en fait. Ok, je comprends. Mais si on viendrait à parler de... Si on reviendrait, puisque tu as fait allusion à l'Afrique, ce qu'on peut voir, c'est que il y a toujours une difficulté pour des liens à se former. Souvent, on peut voir que, par exemple, si on vient à parler des pays d'Europe, dans l'histoire, on a souvent vu que certains pays se sont ralliés à d'autres, quoi que ce soit, pour pouvoir créer des unions assez fortes, pour pouvoir prospérer. Si on parle de l'Afrique, il y a eu beaucoup d'exemples où est-ce qu'on peut dire que il y a eu des tentatives de liaison, mais souvent, ce qui est arrivé, c'est que ça n'a pas fonctionné. Si on peut parler même de l'Union africaine. Plusieurs pays font partie de l'Union africaine, mais cette union-là, en fait, elle est présente, ça fait des années, en fait. Ça fait des dizaines d'années que l'Union africaine existe. Puis, le problème vient à que soit c'est un manque de liaison entre la population et le gouvernement, ou c'est un affrontement entre la population et le gouvernement. Et on peut faire cet effet miroir avec Haïti, en fait. Oui, exactement. Donc, si on fait l'effet miroir avec Haïti, on peut voir que le problème avec Haïti, plus spécifiquement, c'est ses barrières, ses frontières naturelles. Haïti n'est pas collé au continent africain, donc c'est difficile pour lui de se faire des alliés et des liens forts. Ouais. Il est dans un pays des Caraïbes, bien sûr. Le pays le plus proche, son allié le plus proche, ça serait la République démocratique. Qu'est-ce que je dis? La République dominicaine. Dominicaine, désolé. Oui, merci. La République dominicaine. Et la République dominicaine n'ont pas des liens forts comme ça avec Haïti. Il y a cette tension qui se passe. Ils bloquent même le passage au niveau de la frontière. Et à chaque élection, comme on le sait déjà en République dominicaine, la question des Haïtiens retourne toujours. Ils essayent toujours de faire exporter le plus d'Haïtiens du pays. C'est une question, c'est un des enjeux majeurs autour des élections dominicaines. Et ça arrive toujours à la même situation, la maltraitance haïtienne au sein même du pays et même de la maltraitance de la population noire dominicaine. C'est-à-dire que c'est pas essentiellement seulement les Haïtiens. C'est aussi ceux qui sont de peau foncée en fait. Exactement, de couleur foncée, de couleur plus noire. Donc c'est vraiment des problèmes assez récurrents. Ouais, c'est interne. Exactement. Et c'est récurrent. Donc Haïti n'est pas dans une bonne position pour se faire des alliés à travers ses frontières en fait. D'accord, je comprends. Donc ce que moi je peux en tirer de tout ça pour conclure notre petit segment interview, ce serait que Haïti est un pays qui est, et corrige-moi si j'ai tort, c'est un pays qui est pas seulement la population, mais le pays en entier, qui est soumis à des avantages et des désavantages en fait. Que ce soit par l'aide extérieure qui vient, de pays comme les États-Unis, le Canada, comme quand nous avons des situations de catastrophes naturelles, on vient aller demander de l'aide. Oui, ça en vient un avantage, mais est-ce qu'au bout de la ligne, c'est vraiment un avantage ou bien parfois ça peut peut-être tourner en désavantage? On ne sait pas. Mais de ce que je comprends, c'est que le pays est constamment soumis à un effet de pour ou contre en fait. Oui, surtout de pour et de contre, mais surtout le pour extérieur, les propositions extérieures, les contraintes extérieures du pays. Au sein même du pays, il y a des positions qui, comme on a dit, il y a des avantages à s'autodéterminer, il y a des avantages à la révolution et tout ça, mais c'est surtout le fait que ce qui dirige en ce moment le pays, c'est ses contre. C'est ses contre. Ils sont plus, la balance est trop lourde en fait du côté négatif. Exact. Ok, je comprends. Ben, merci beaucoup. J'apprécie beaucoup le temps que tu as pris avec nous aujourd'hui, Cédric. J'aimerais remercier aussi nos viewers qui étaient là avec nous aujourd'hui. J'apprécie beaucoup votre écoute. Un petit mot de fin pour nos viewers, Cédric. J'aurais juste à dire à mes Haïtiens, on est là et avec un BFM.
Parfait. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre écoute et je vous souhaite une bonne fin de journée.